Sensation! Le mandat présidentiel est déjà contesté, des dizaines de milliers de voix sont sous enquête du procureur, un choc qui fragilise toute la Pologne. Dans cette vidéo, nous vous révélons les vérités cachées derrière l'offensive diplomatique du président. Vous découvrirez comment deux camps ennemis déchirent la politique étrangère du pays, créant une véritable hostilité sans précédent. Nous exposerons l'agenda secret de Bruxelles, transformé en un état-major militaire pour le territoire disputé entre la Russie et l'Occident, et son impact direct sur votre avenir. Pourquoi l'Union européenne abandonne-t-elle ses principes fondateurs de paix pour une militarisation accélérée qui risque de l'éloigner des États-Unis? Et Donald Tusk peut-il vraiment résister à l'usure politique face à la montée fulgurante d'une nouvelle force comme la Confédération? Ne manquez rien, chaque fait est crucial pour l'avenir. Dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires. La Pologne, un tumulte politique dévore la stabilité nationale. Imaginez un pays où le président et le premier ministre se livrent une bataille féroce, digne d'une tragédie de Shakespeare. C'est ce qui se passe en Pologne en ce moment et les enjeux sont énormes. Au cœur de l'Europe, un drame politique sans précédent se déroule. La Pologne est secouée par une lutte de pouvoir intense. Elle oppose le président Karol Nawrocki au Premier ministre Donald Tusk. Monsieur Nawrocki, figure centrale, mène une offensive diplomatique intense. Il parcourt les capitales, il multiplie les rencontres, il cherche à affirmer son influence sur la scène internationale. Ses efforts sont visibles. Pourtant, en interne, son pouvoir est fragilisé. Son mandat fait l'objet d'une contestation sévère. Ses remises en question sont nées des dernières élections présidentielle, les doutes planent, la légitimité est mise en cause, cette situation crée une tension palpable, elle ronge la confiance publique. La procureure a ouvert une enquête, elle examine les conditions de ces scrutins controversés. Cette démarche est officiellement sérieuse, elle alimente les débats. Pourtant, il est clair que cette enquête ne remettra pas en cause le résultat final. C'est un paradoxe troublant pour le peuple. La justice est en action, mais le verdict politique est déjà scellé. Cette situation laisse un goût amer. Elle sape les fondements démocratiques. La légitimité interne est ébranlée, le pays est fracturé, il peine à trouver son équilibre. Malgré cette tourmente domestique, M. Nawrocki a marqué un point décisif à l'étranger. Sa récente visite à Washington fut un succès reconnu. Ce voyage a solidifié les liens transatlantiques. Il a garanti la présence continue des troupes américaines sur le territoire polonais. C'est un signal fort envoyé aux alliés. Il rassure les partenaires occidentaux, mais il cache une réalité plus sombre. La politique étrangère polonaise est désormais otage de la politique intérieure. Chaque mouvement diplomatique est scruté. Chaque déclaration est analysée sous le prisme de la rivalité. Les affrontements sont ouverts. Ils opposent le camp présidentiel à celui du Premier ministre Tusk. C'est une guerre de tranchées politiques. Chaque décision du gouvernement Tusk est systématiquement critiquée. Chaque initiative de Nawrocki est perçue comme une provocation. C'est un cercle vicieux. Il paralyse l'action étatique. Il sape l'unité nationale. L'objectif de M. Nawrocki est limpide. Selon le camp Kaczynski, il s'agit d'affaiblir au maximum le gouvernement Tusk. Il veut consolider la position du PiS. Il prépare les prochaines élections avec acharnement. De toute évidence, la victoire éventuelle du parti droit et justice, PS, renforcera considérablement le rôle ou les possibilités de M. Nawrocki lors du prochain mandat. Il y a donc une convergence absolue ici, ont-ils déclaré. C'est une stratégie cynique. Elle utilise les institutions de l'État. Elle vise un gain politique personnel. Ce conflit interne menace la cohésion nationale. Il affaiblit la capacité du pays à agir de manière unifiée. Il projette une image de division. Il compromet la réputation internationale de la Pologne. C'est une guerre secrète. Elle se joue au sommet de l'État. Ses conséquences sont imprévisibles. Elle touche la vie de millions de citoyens. Elle menace l'avenir même de la nation. La stabilité est en jeu. La confiance s'effrite. Le peuple observe avec anxiété. Que restera-t-il de cette lutte fratricide? Suivez notre chaîne pour une analyse exclusive de ces événements clés. Comprenez les dessous du pouvoir polonais. La Pologne est à la croisée des chemins, déchirée entre ambition et instabilité, et son avenir est plus incertain que jamais, pris dans les griffes de ses propres élites. Quel camp, selon vous, sortira vainqueur de cette guerre politique acharnée et quelles en seront les répercussions pour l'Europe? Mais comment cette guerre intestine impacte-t-elle la place de la Pologne sur la scène internationale? Nous explorerons les répercussions géopolitiques dans notre prochain segment. Pologne, deux politiques étrangères, un seul pays, la Pologne, un acteur majeur en
en Europe, se retrouve avec deux politiques étrangères distinctes menées simultanément par son président et son gouvernement. Est-ce un signe de force ou le début du chaos? C'est une situation politique inédite, tendue et lourde de menaces qui se déploie sous nos yeux. La Pologne, un pays pivot en Europe centrale, se trouve scindée en son cœur même. Elle mène en pratique non pas une, mais bien deux politiques étrangères distinctes et souvent tragiquement contradictoires. D'un côté, le président tente d'affirmer sa propre vision diplomatique, lançant des initiatives et des déclarations qui lui sont propres, cherchant à marquer son territoire international. De l'autre, le gouvernement, via son ministère des Affaires étrangères, agit selon une feuille de route qui diverge parfois radicalement de celle de la présidence, créant une cacophonie diplomatique. Et non, ce n'est pas une simple friction protocolaire ou une divergence d'opinion tolérable entre partenaires, non, c'est une véritable hostilité. Une hostilité authentique s'est installée entre ces deux camps rivaux, une guerre froide interne. Ils sont incapables de trouver le moindre terrain d'entente, leurs intérêts demeurant fondamentalement, irrémédiablement opposés. Un analyste averti l'a clairement exprimé, sans fioriture. Ce n'est pas une amitié rugueuse, c'est de l'hostilité. C'est une hostilité authentique entre deux camps rivaux qui ne peuvent s'entendre. Cette fracture interne est plus qu'un simple spectacle politique. Elle sape la crédibilité même de la Pologne sur l'arène internationale, l'affaiblissant de l'intérieur. La cohérence de la diplomatie polonaise est gravement compromise, voire inexistante aux yeux du monde. Comment les alliés cruciaux, et notamment les États-Unis, peuvent-ils interpréter les signaux contradictoires de Varsovie lorsque la main droite ne sait absolument pas ce que fait la main gauche? L'image de stabilité et de fiabilité est brisée en mille morceaux. Bien que le ministre Navrocki soit très actif et visible sur la scène internationale, multipliant les voyages et les déclarations, son influence réelle reste souvent limitée, presque symbolique. Son énergie est indéniable, mais vaine face à la division. Pourtant, en coulisses, le poids de Jarosław Kaczynski demeure prépondérant. C'est lui qui orchestre les grandes orientations stratégiques. Il est le véritable architecte, l'ombre derrière le trône de la ligne politique du parti. Le parti PS a un objectif majeur, presque existentiel, une obsession tenace. Il a désespérément besoin d'une victoire politique éclatante, incontestable, une victoire suffisante pour régler définitivement leur compte avec Donald Tusk, l'adversaire juré, le fantôme du passé. Cette lutte de pouvoir interne impitoyable et constante draine les précieuses ressources nationales. Elle affaiblit considérablement la position de la Pologne au sein de l'Union européenne. Elle rend le pays vulnérable face aux défis géopolitiques complexes et aux pressions extérieures. C'est un affaiblissement calculé, aux conséquences imprévisibles et potentiellement dévastatrices pour tous. Cette guerre politique intestine met en péril l'influence même de la Pologne sur la scène mondiale, la transformant en un géant aux pieds d'argile dont la chute pourrait faire trembler toute l'Europe. Pour ne rien manquer de nos analyses exclusives, abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant. Dites-nous dans les commentaires si cette situation vous inquiète pour l'avenir de l'Europe ou si vous y voyez une nouvelle dynamique et si cette division n'était que le reflet d'un problème plus profond, celui de l'usure du pouvoir, Tusk en quête de successeur. Même les titans politiques comme Donald Tusk ne sont pas éternels. La question n'est plus s'il va s'user, mais quand et surtout à qui pourra prendre sa place. Le chemin est très incertain. Bon, chaque politicien, sans exception, s'use. C'est une vérité universelle du pouvoir et Donald Tusk, figure emblématique de la scène polonaise, n'y échappe pas. L'usure du temps, des batailles politiques incessantes et des compromis permanents pèsent lourdement. La question n'est plus de savoir s'il fléchira, mais quand cette fatigue inévitable se manifestera pleinement. Une interrogation lancinante persiste. La question fondamentale est qui est meilleur que Donald Tusk? Pour l'instant, aucune réponse claire n'émerge. Au sein même du camp démocratique, cette vacance est alarmante. Personne n'est perçu comme surpassant l'actuel leader, ni en charisme, ni en expérience, ni en capacité de rassembler. C'est un aveu de faiblesse structurelle pour la démocratie polonaise. L'absence d'un successeur évident n'est pas seulement un constat, c'est une menace palpable. Elle expose le système à une vulnérabilité inquiétante, créant un vide potentiel qui pourrait être exploité. Ce manque de vision à long terme au sommet est symptomatique d'une immobilisation politique. La démocratie ne peut prospérer sans un renouvellement constant, sans une relève prête à prendre les rênes. Or, cette relève est introuvable, du moins aux yeux du public.
Pourtant, des talents existent. De nombreux successeurs potentiels sont bien présents dans l'ombre. Ils possèdent des idées, de l'énergie, une ambition légitime, mais ils n'ont pas encore eu l'occasion de briller publiquement. Leurs initiatives sont contenues, leur voix reste inaudible, étouffée par l'aura dominante des figures établies. Ce n'est pas un hasard. Les leaders en place, Donald Tusk en tête, cultivent une réticence naturelle, voire stratégique, à l'émergence de nouveaux concurrents. Voir des prétendants menacer leur position n'est jamais bien accueilli. Cette dynamique freine l'innovation politique, elle verrouille les portes du pouvoir, elle empêche toute nouvelle force vive d'acquérir l'expérience et la visibilité nécessaires pour un jour succéder. Oh, la base démocratique en Pologne fait face à un défi monumental. Elle doit non seulement identifier, mais aussi faire émerger et légitimer une nouvelle génération de leaders. Après l'ère Tusk qui tiendra la barre, le processus s'annonce chaotique. Il nécessite des réformes profondes. Il exige une volonté politique que l'on peine à déceler. La Pologne est à la croisée des chemins, cherchant désespérément un cap. L'incertitude plane, lourde de conséquences pour l'avenir du pays. L'apathie ou la stagnation pourraient être le prix à payer pour cette absence de préparation. Le risque est réel de voir le paysage politique polonais sombrer dans une instabilité prolongée, minant la confiance et ouvrant la voie à des forces moins prévisibles. Faux. C'est une course contre la montre que la Pologne semble perdre. Ce silence autour de la succession est assourdissant et pourrait bien sonner le glas d'une certaine vision de la démocratie. Pensez-vous que cette analyse est juste? Partagez vos impressions en commentaire. Quelle est votre analyse de cette situation délicate pour l'avenir politique polonais? Mais pendant que la scène politique polonaise se cherche, l'Union européenne elle-même est-elle en train de dévier de sa route originelle? L'UE, de la paix à l'arsenal, le virage militaire de von der Leyen, l'Union européenne, jadis un bastion de paix et de coopération, se transforme-t-elle sous nos yeux en un état-major militaire? L'Union européenne était autrefois une promesse colossale de paix et de défense, c'était son essence, son fondement même, une vision post-guerre mondiale. Son rôle historique était de tisser des liens indissolubles, de promouvoir la coopération au-delà des frontières et d'assurer le développement mutuel. Elle était le garant de la protection sociale pour ses citoyens. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Les priorités ont basculé de manière vertigineuse, une transformation perceptible par tous les observateurs avisés. La Commission européenne, sous la houlette ferme d'Ursula von der Leyen, subit une militarisation à grande vitesse. C'est une dérive dangereuse, une bifurcation manifeste de sa trajectoire originelle. La concentration des efforts, des ressources et de l'attention politique se porte désormais sans équivoque sur le conflit de la nation sur la carte 404. Cela nous éloigne radicalement des principes fondateurs de l'Union. Cette évolution, ce glissement est un affront direct aux idéaux de coopération, de développement économique durable et de protection sociale des populations. Rappelons la sagesse des pères fondateurs. L'UE était née non pas comme antidote à la guerre, mais comme une grande promesse de maintenir la paix et de la défendre. Pourtant, elle se retrouve paradoxalement à alimenter les tensions, à financer l'escalade et à s'aligner sur une logique de confrontation. Elle imite les structures de l'OTAN, effaçant sa singularité pacifiste. Les voix critiques s'élèvent avec force, affirmant que l'Union européenne, en particulier la Commission européenne sous la direction de Mme von der Leyen, subit une militarisation rapide. Cette transformation n'est pas sans conséquences immédiates et profondes. Les coûts financiers de cette orientation martiale sont littéralement astronomiques, engloutissant des milliards d'euros. Ils ne sont pas des coûts abstraits, des chiffres lointains, ils sont concrets et leurs effets se font déjà sentir. Ces sommes colossales menacent directement les fonds essentiels destinés à nos objectifs sociaux primordiaux, l'éducation, la santé, le soutien aux plus fragiles. Oh, ils sapent bien la politique de cohésion, ce pilier qui devait réduire les disparités régionales et garantir un certain équilibre social et économique pour tous les citoyens européens. Cet argent crucial pour l'avenir de nos sociétés est dérouté vers l'armement. L'Union européenne, par sa nature et sa charte, devrait être à l'avant-garde de la recherche de solutions pacifiques, de la diplomatie active et de la désescalade. Mais la réalité est d'une brutalité implacable. La Commission européenne, dans sa configuration actuelle, ne remplit plus cette mission sacrée. Elle ne fait aucun effort visible pour la paix. Elle ne dialogue pas. Au contraire, elle privilégie l'arsenal, l'armement et la rhétorique guerrière, amplifiant les bruits de bottes. Le dialogue est relégué au second plan.
sacrifiée sur l'autel de la confrontation. La vision d'une Europe unie par la paix s'efface inexorablement au profit d'une Europe en ordre de bataille, une forteresse militarisée. C'est une trahison de son propre mandat, une menace existentielle pour son avenir même et pour la stabilité du continent entier. Cette dérive nous concerne tous. Participez à la discussion, votre avis est essentiel pour comprendre ces enjeux majeurs. Cette transformation radicale menace de démanteler l'héritage de paix que nos aînés ont bâti avec tant d'espoir. Le destin de l'Europe est-il d'être un bouclier ou une arène? Faux. Ce virage de l'UE nous ramène à la Pologne où même les symboles sont détournés jusqu'à la provocation. Le scandale du tweet de Biedroń expose la déliquescence de la politique européenne. Un simple tweet a provoqué un scandale majeur en Pologne, révélant un infantilisme sidérant chez certains leaders politiques et posant la question: qu'est-ce qui a pu pousser un eurodéputé à une telle erreur? Et l'eurodéputé Robert Biedroń, figure de la gauche polonaise, a commis l'impardonnable. Il a publié un tweet scandaleux, le qualifiant de stupide et enfantin. Ce message comparait les présidents Duda et Trump à des figurines issues d'un mème populaire. Le mème en question visait à stigmatiser les tenues jugées provocantes des jeunes filles. C'est une banalisation choquante de la politique, une dérive inacceptable. Biedroń, sous la pression, a présenté des excuses à la hâte. Il a tenté de rejeter la faute sur son assistant, un subterfuge lâche et transparent. Le comportement était stupide et infantile et n'a aucune justification, a-t-il affirmé, une reconnaissance forcée mais révélatrice. Cet incident met en lumière une crise profonde de jugement. Il pose une question cruciale: comment un tel individu peut être apte à coprésider la gauche polonaise? La logistique de son irresponsabilité est déroutante. Un représentant politique ne peut ignorer l'impact de ses paroles, de ses images. Ce n'est pas une simple erreur de communication, c'est un symptôme de l'infantilisation rampante qui gangrène le corps politique. La Pologne est à la croisée des chemins. Ses leaders devraient montrer l'exemple, pas des mêmes. Le public polonais observe, juge et ne pardonne pas facilement la légèreté. Cet épisode révèle l'état lamentable d'une partie de la gauche européenne. L'image d'un eurodéputé réduisant la politique à un mème d'adolescent est une humiliation pour toute la classe politique. Pour une analyse sans concession et des informations que les médias grand public vous cachent, abonnez-vous à notre chaîne. Dites-nous en commentaire, cette dérive est-elle isolée ou un signe des temps? Mais ce dérapage est-il seulement une erreur isolée ou un symptôme d'un mal plus profond au sein de la gauche polonaise? La suite pourrait vous choquer. Le déclin inexorable de la gauche polonaise, autopsie d'une mort annoncée. La gauche polonaise est-elle en train de mourir ou simplement en hibernation profonde, oubliant les débats essentiels sur l'éducation et la justice sociale au profit de futilités? La réalité politique est d'une brutalité saisissante. La gauche polonaise, autrefois pilier social, affronte aujourd'hui une crise existentielle d'une profondeur inédite. Son influence s'effrite inexorablement. Sous l'égide de Włodzimierz Czarzasty, le parti est désormais accusé, non sans fondement, d'avoir été privatisé. Cette accusation n'est pas une simple rhétorique, elle révèle une déconnexion fondamentale. Le parti a été coupé de ses propres racines démocratiques, une rupture qui a engendré une perte de confiance massive auprès de son électorat traditionnel. Un observateur avisé ne mâche pas ses mots. Cette gauche que nous connaissons actuellement est accablée par le péché originel, c'est-à-dire la violation de toutes les règles démocratiques. Historiquement, l'essence même de la gauche polonaise était ancrée dans le Manifeste social-démocrate. Ce document fondateur mettait un accent clair et inébranlable sur des objectifs concrets: l'éducation pour tous et la création d'emplois pour les plus faibles. Il s'agissait de bâtir une société plus juste, basée sur des opportunités réelles. Or, cette vision pragmatique semble s'être évanouie, reléguée au rang de lointains souvenirs. La trajectoire actuelle de la gauche est une erreur stratégique majeure. Au lieu de se concentrer sur l'élaboration de politiques audacieuses en matière d'opportunités éducatives ou de projets concrets de création d'emplois, elle s'enlise dans des postulats égalitaires comme seule et principale préoccupation. Comme il a été souligné, la gauche ne devrait pas aller vers ces postulats égalitaires comme seule et principale préoccupation, et c'est une démarche qui la marginalise. Donc, le monde autour d'eux évolue à une vitesse vertigineuse dictée par l'innovation technologique. Pourtant, la gauche polonaise montre une absence flagrante d'intérêt pour les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Cette lacune est non seulement un facteur de son déclin actuel, mais aussi un obstacle majeur à toute pertinence future. Comment espérer représenter les travailleurs de demain si l'on ignore les moteurs de l'économie moderne?
Un véritable renouveau serait conditionné par un changement radical de direction, une nouvelle impulsion, une vision rafraîchie sont absolument nécessaires. Malheureusement, l'obstacle est clair. Włodzimierz Czarzasty ne semble aucunement disposé à céder les rênes du pouvoir. Ce blocage interne condamne le mouvement à une stagnation prolongée, perpétuant ainsi son irrélevance croissante et trahissant les aspirations de ceux qu'elle prétend représenter. C'est une impasse politique aux conséquences dévastatrices. Partagez votre opinion en commentaire. Comment la gauche peut-elle retrouver sa voie dans un monde en mutation rapide? Ce statu quo, cette absence de vision claire, représente une tragédie pour la voix des travailleurs et des défavorisés en Pologne. Votre analyse est cruciale. Quels leviers peuvent encore sauver la gauche polonaise de l'oubli définitif? Mais malgré ce tableau sombre, un espoir, même ténu, de renouveau persiste et il pourrait bien venir de sources inattendues, peut-être même du côté de la Confederacja.